comme technique de dégagement des voies aériennes? Qu'est-ce qu'on a appris là, tout à l'heure dans le BLS? C'est ce qu'on appelle la manœuvre universelle, qui consiste chez l'enfant à mettre un peu d'hyperextension et à relever la mandibule vers le haut. Si votre enfant, par hasard, est suspect d'avoir un traumatisme du rachis cervical, est-ce que vous pouvez faire ça? Qu'est-ce que vous allez faire? De quoi? Oui, comment on fait? On va essayer, effectivement, en se mettant derrière l'enfant, de maintenir le rachis en position droite et, comme ça, de remonter la mâchoire. Hein, d'accord? Alors, si on est tout seul, évidemment, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Qu'est-ce que vous connaissez comme façon de donner de l'oxygène? Non, pardon, il y a quelque chose avant. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme dispositif pour améliorer l'obstruction des voies aériennes? Si, par exemple, un enfant est dans le coma et qu'il a une obstruction des voies aériennes, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Une canule, oui. Ça s'appelle comment ces canules-là? Voilà, il en existe différentes sortes, différentes tailles. Comment on choisit la taille et comment on la met en place? Oui, donc c'est ici, je vais prendre celle-là plutôt. Incisive supérieure. Voilà, c'est incisive supérieure ici, et angle de la mâchoire. Voilà. Donc celle-là, ça serait à peu près bon. Comment on la met en place? Montrez-moi, venez me montrer. Comment vous faites? Ça sera un peu difficile. Oui, ça sera un petit peu difficile, mais il faut l'introduire comme ça. Ça, c'est la technique adulte. Okay. Chez l'enfant, comme le palais est assez mou et qu'on risque de l'abîmer, on a plutôt tendance à essayer d'utiliser un abaisse-langue et de la mettre comme ceci. Hein? Bon, ça, c'est un enfant assez grand, donc on peut éventuellement le faire comme ça, mais il faut vraiment le faire très doucement et tourner ensuite. Hein? Ok? Parce que si on n'a pas d'abaisse-langue, on peut essayer de la mettre comme ça, avec son doigt. Hein? Ou également, vous pouvez voilà. également avoir une lame de laryngo, abaisser la langue pour ne pas aller vers le palais mou. Voilà. Là, quand on tourne, quand on rentre comme ceci, on peut léser le palais mou. Est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a comme autre système pour éventuellement améliorer la perméabilité des voies aériennes? Il y a aussi l'âme qu'on utilise. Le masque qu'on met et ensuite on utilise l'âme. Oui, mais ça sera la ventilation masque au ballon, mais pour les voies aériennes qui seraient éventuellement obstruées. Il y a l'aspiration, bien évidemment. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme sonde d'aspiration? Vous avez différents calibres, ce qu'il faut retenir. Évidemment, ça dépend du matériel que l'on a, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est du sang, si c'est des aliments, il faut prendre un gros calibre. Sinon, ça sera totalement inefficace. Mais il faut faire attention parce que si c'est du gros calibre, c'est assez rigide. Et à ce moment-là, ça risque de léser les voies aériennes, notamment endobuccales. Donc il faut y aller avec précaution. Donc ça, c'est l'aspiration, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que la canule de Maillot ou Guédel, qu'on n'a pas là, mais pour maintenir les voies aériennes ouvertes? C'est dans le livre. Alors on vous a parlé, ça s'appelle canule oropharyngée. Donc essayez de voir, il y a dans le... un tube nasopharyngé. Voilà. Okay. Alors ça existe de façon commerciale, mais en général personne n'en a. Et on peut très bien utiliser une sonde d'intubation nasotrachéale ou orotrachéale comme tube nasopharyngé. Comment on en calcule la longueur? Et comment on en détermine le diamètre? J'ai fait le mouvement en même temps. Alors la longueur. Vous allez avoir Le diamètre, c'est le petit doigt, oui. Très bien. Et la longueur. De quoi? Non, vous avez, ça c'est pour la sonde d'intubation. Vous avez vu qu'on faisait oropharyngée, c'était incisive jusqu'à l'angle de la mâchoire. Donc maintenant, nasopharyngée.
Alors, C'est du nez jusqu'au tragus. Donc vous avez ceci. Alors on peut le mettre avec ça. Hein. ouais, on peut le prendre avec Voilà, ça. on peut faire. On va mesurer ici cette longueur-là. On va la laisser un tout petit peu au-dessus. On va passer par le nez. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution? Surtout pas vers le haut, mais plutôt perpendiculairement. Et on va arriver jusqu'à la longueur désirée. Et si on n'avait pas de sonde nasopharyngée, on va mettre une petite épingle, par exemple, sur une sonde d'intubation qui aurait été coupée. Une épingle de sûreté, hein, pour Une épingle de éviter que sûreté. ça descende. Voilà. Quelle est la précaution à prendre, vous l'avez vu, par exemple, pour le oropharyngé, on faisait attention aux palémies. Quelle est la précaution à prendre pour les nasopharyngés? Il faut humidifier. Tout à fait. Il faut humidifier, vous passez par la narine, faire attention aux lésions iatrogènes, aux lésions qu'on provoquerait nous, et autre chose, les... Il faut appliquer une. Alors c'est la grosseur. Il faut faire attention aussi qu'en le plaçant, vous n'ayez pas la narine qui devient blanche. Là, vous avez pris vraisemblablement un calibre trop important. Donc voilà les précautions à prendre. Est-ce qu'on peut employer les nasopharyngés ou les oropharyngés chez les enfants de la même façon? Chez les nourrissons de la même façon? Est-ce que c'est l'une ou l'autre? Vous avez une petite idée. Ceci, il faut savoir que c'est relativement mal supporté, je dirais même souvent mal supporté, contre-productif chez un enfant qui est conscient. Les oropharyngés se posent chez les enfants inconscients. Par contre, chez les enfants dont on peut penser qu'ils ont des troubles de conscience ou qu'ils sont conscients, la nasopharyngée est mieux supportée. Okay. Donc c'est important de bien repérer, quand vous mettez quelque chose, est-ce que je crée une amélioration ou est-ce que je crée au contraire un problème? Ceci, hypersalivation, encombrement, augmentation de la détresse respiratoire. Enfant comateux, on va aller à ce moment-là vers l'amélioration parce qu'on va éviter la bascule de la langue vers l'arrière, on va ouvrir les voies aériennes et là c'est efficace, ça permet une amélioration. Donc bien voir ce qui est bien supporté et mal supporté. Ok. Les ballons. Alors les ballons, il y en a de différentes sortes. Malheureusement, on n'a pas les 3 modèles. Il y a des tout petits. Alors il y en a même des plus petits. Oui. 350 ml à peu près de volume. C'est un ballon dit néonatal. Je serais même tenté de dire tout petit nouveau-né, salle de naissance, il y a plus. De 350 ml. Alors ensuite, il y a des ballons pour les nourrissons et enfants. Et ensuite, il y a des ballons qui font 1,5 litre, 1 litre, 1,5 litre, ça dépend des marques, pour les adultes. Hein. Si vous n'avez qu'un ballon d'adulte, ça marche très bien. Hein. Si on est dans une situation où on n'a pas beaucoup de matériel, il faut savoir que le ballon le plus utile, c'est le ballon adulte. Après ça, évidemment, il faudra adapter le masque, parce que ça, c'est important en termes d'étanchéité, mais on va revenir. Est-ce que vous savez me décrire le fonctionnement de ce type de ballon? Comment c'est fait? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi toutes ces pièces-là? La chambre, le ballon avec la chambre d'air. Oui. Alors ça, c'est un ballon dit auto-gonflable. C'est-à-dire que quand vous l'avez vidé, il se gonfle tout seul. Ok? Donc ça, c'est le ballon. Ça, c'est quoi? C'est un sac réservoir pour l'oxygène. Si vous avez ce sac-là, vous avez une concentration en oxygène qui est à peu près de 90-95%. Quand vous faites arriver de l'oxygène pur ici. Oui, bien sûr, si vous mettez de l'oxygène pur. Hein. Sinon, vous avez une concentration en oxygène qui ne va pas dépasser 50-60% maximum. Hein, même si vous mettez de l'oxygène pur ici. Puisque forcément, vous allez aspirer de l'air de l'ambiance. Ok ? Ça, quand on fait ça, il y a grand. Alors, ces ballons-là sont munis de différentes valves. En fait, quand vous appuyez, l'air va passer comme ça, la valve s'ouvre.
Et vous allez regarder ici. Regardez bien. Approchez-vous. Voilà. Quand j'appuie, vous voyez la valve, c'est une valve en bec de canard, elle s'ouvre. Regardez bien. Voilà, vous la voyez? Ok. Vous avez vu? Alors ensuite, c'est quoi ça? Ça, c'est la valve de sécurité de pression. C'est-à-dire que quand vous ventilez et que vous créez une pression de plus de 40 cm d'eau, cette valve s'ouvre et le gaz sort à l'extérieur. Est-ce qu'on a le droit de boucher la valve? Non? Alors pourquoi on en a mis une? C'est une valve de sécurité, de surpression. Il peut arriver qu'on ait besoin, mais volontairement, de bloquer cette valve. Tout à l'heure, on a parlé de corps étranger. Si jamais on voulait ventiler au ballon un enfant qui a un corps étranger, si en faisant ça, il n'y a aucune expansion de son thorax, je suis tout à fait autorisé à boucher la valve de sécurité de pression pour augmenter la pression, sachant que tout ne va pas aller dans ses poumons, mais une grosse partie de la pression va se dissiper dans ses voies aériennes supérieures. Hein. Voilà, donc il y a différentes valves de surpression qui existent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas d'une grande précision, parce que au bout d'un certain temps, quand le masque vieillit, quand il a été éventuellement nettoyé, ces valves-là perdent beaucoup de précision. Elles sont toutes tarées à une pression de sécurité qui est aux alentours de 40 c'est marqué, cm d'eau. hein, c'est marqué là, 40. Hein. Alors vous appelez ça peut être par le ballon et le type embu, ou vous pouvez l'appeler normalement du terme beaucoup plus générique, on appelle BAVU, ballon autogonflable à valve unidirectionnelle. BAVU. Sur ce bâtiment, il y a 4 valves. Une valve d'admission, vous voyez ici, si elle n'était pas présente, quand on fait ça, ça part vers l'extérieur. Valve d'admission. Une valve inspiratoire que Francis Leclerc et moi-même on vous a montré, c'est la valve ici, valve dite en bec de canard, valve donc inspiratoire, une valve expiratoire qui se trouve ici, qui fait que, bien sûr, quand l'enfant expire, ça part vers l'extérieur, et la valve de surpression. 1, 2, 3 et 4. Est-ce qu'on peut se servir de ces masques et ballons et laisser l'enfant respirer tout seul? C'est-à-dire, il était inconscient, vous l'avez ventilé au masque et au ballon, puis vous vous rendez compte qu'il a des mouvements respiratoires spontanés. Comme vous avez de l'oxygène ici, est-ce que vous pouvez maintenir les choses comme ça et le laisser respirer tout seul? À votre avis? Pourquoi non? Alors voilà, c'est ça. Ces valves-là, elles sont faites pour fonctionner dans ce sens-là. Donc vous exercez une pression, ça part comme ça. Si l'enfant inspire, il va devoir faire un effort inspiratoire assez important pour ouvrir cette valve. Alors les ballons d'aujourd'hui sont souvent plus souples, avec des valves qui s'ouvrent plus facilement, mais de façon générale, il faut admettre qu'on ne peut pas laisser respirer un enfant tout seul avec le masque et le ballon mis sur son visage. Et donc, si on veut lui donner de l'oxygène, à ce moment-là, on va, comme on a de l'oxygène là, on va faire ça et on va le laisser respirer tout seul son oxygène. Hein. Ou bien, on va utiliser un autre système. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme autre système pour donner... Oui, vas-y. Alors, également, vous avez vu qu'on a parlé après, du ballon. Il y a aussi le choix du masque. Quelle est la taille du masque qu'il faut prendre? Eh bien, c'est le plus petit possible pour l'espace mort, le plus petit, mais qui correspond quand même à l'enfant. Ici, on n'est pas dans une position de pouvoir le ventiler, puisqu'on ne recouvre pas le nez. Ici, vraisemblablement, c'est trop grand. Il faut choisir la taille qui permet de recouvrir la bouche, recouvrir le nez, ne pas recouvrir les yeux, ne pas dépasser le menton. Donc ceci me paraît c'est probablement le bon. Un petit peu au-dessus. Voilà. Celui-là est un peu grand. Celui-là est un petit peu grand. On n'a pas toujours le... Ce serait plutôt celui-ci. Ouais, plutôt celui-là.
Bon, on va revoir après la ventilation au masque au ballon parce que là, vous allez travailler vous-même. Qu'est-ce qu'il y a comme autre façon de donner de l'oxygène à un enfant? De quoi? Les lunettes, oui. Alors, on doit avoir ça en magasin, des lunettes. Ça, Francis. On est riche. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut délivrer comme FiO2 avec des lunettes et quelles sont un petit peu les précautions à prendre et les limites? Ça, c'est des systèmes que vous connaissez. C'est des systèmes qui progressivement remplacent, sont beaucoup plus efficaces, remplacent ce qu'on appelait le HOOD, l'enceinte, qui n'est plus maintenant recommandé pour de multiples raisons. S'il y a des questions, on les prendra. Mais on préfère maintenant nettement les lunettes. Donc vous avez la petite sonde nasale, vous avez les lunettes. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution? De quoi? Oui, il faut libérer les voies aériennes, bien sûr, mais on suppose que c'est fait. Là, c'est vraiment pour délivrer de l'oxygène. On suppose que l'enfant a des voies aériennes libres. Qu'est-ce que vous allez alors humidifier? À partir de quel débit il faut humidifier l'oxygène qu'on délivre? Parce que ça aussi, c'est maintenant assez précis. Il est important aussi de poser la quantité d'oxygène. De quoi? Le volume d'oxygène. C'est l'enfant, c'est pas la même chose. J'entends pas bien. Plus fort. Le volume Oui. d'oxygène. Le débit d'oxygène. Le débit. Oui, le débit. Alors quel débit on met habituellement avec ça? C'est l'enfant, on va jusqu'à 4 litres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en principe, on humidifie à partir de 4 litres. Hein. Mais quand on a des petites lunettes comme ça, on ne peut pas mettre des gros débits. Et en plus, si vous voulez, c'est pas confortable du tout quand on veut mettre des gros débits. Hein. Donc ça, c'est pour des petits débits. Et en plus, on ne sait pas exactement ce que l'on fait. Parce que, en fonction de l'étanchéité, en fonction du fait que l'enfant a la bouche ouverte ou pas, en fonction évidemment de son âge, vous allez avoir une FiO2 qui n'est pas véritablement calculable. Hein. Donc vous allez évidemment essayer ça si votre enfant est peu en détresse respiratoire, mais souvent ça ne sera pas suffisant. Qu'est-ce que vous avez comme autre système pour donner de l'oxygène? Le masque. Alors, qu'est-ce que là-dessus, il y a des masques. Ça, c'est quoi, ce masque-là? C'est un masque simple. C'est un masque simple, oui. Ça donne une FiO2 de quelle concentration, ça, à peu près? Alors, là, on peut répondre que, à l'évidence, ça dépend aussi du débit que l'on donne ici, mais on peut aller jusqu'à quel type de concentration si on avait un fort débit. Si on avait un débit de 10-12 litres. Pardon? 14 à 6%. Non. Ah non, plus que ça. Oui, non, mais ça, c'est le débit. Le Mais débit. là, on parle de la FiO2, la concentration. Alors, pour être complet, tout dépend du type de masque que vous avez. Ici, vous avez en effet un masque qui est avec des trous latéraux. Vous avez quand même un mélange air-oxygène. Vous avez un débit important. Vous ne pouvez pas aller vers des FiO2 qui passent, je crois que c'était de 50 à 60. C'est 50 à 60. Oui. D'accord? Si on voulait avoir une FiO2 supérieure, là, il ne faut pas utiliser ce type de masque, il faut utiliser les masques à haute concentration. Comment alors, on n'en a pas ici. Non, mais enfin, on peut le décrire à partir de là, puisque c'est des Qu'est-ce masques. que c'est qu'un masque à haute concentration? Quelle est la différence par rapport à celui-ci? Ici, il y a... Vous l'avez vu sur une photo Oui. ce matin. Oui, peut-être j'étais un peu absent, mais c'est à peu près... Il a un réservoir. Tout à fait. Voilà. On trouverait, ben on va Oui, mais tu vas. Oui. on va dire, Voilà. il se trouverait ici. Comme ça. Et on donne un débit. Et il y a, ce qui est important, il y a une valve qui se trouve ici. On est d'accord? Et quelle est la remarque que vous pouvez faire, si vous l'avez? Et dans ce cas, on va s'ouvrir pour emmagasiner le maximum d'air au niveau de ce réservoir. Le maximum de gaz, on va De dire. gaz. De gaz. Il faut toujours que ce masque-là, dit à haute concentration, pour donner vraiment ce que l'on veut, ceci soit rempli. Donc il faut un débit suffisant.
Sinon, si c'est complètement ratatiné, il va prendre en général vers l'extérieur et ne va plus avoir la concentration que vous voulez. C'est ça qu'on appelle masque à haute concentration. On peut arriver jusqu'à quel type de FiO2 avec un masque à haute concentration? Oui. Combien? 80. 90. 90. 90. On est d'accord. Mais alors, les masques à haute concentration que vous verrez, souvent, ils ont des petites ailettes ici. Comment elles fonctionnent, ces ailettes-là? Parce que si vous n'avez pas les ailettes, vous aurez une concentration, même avec un ballon, un petit sac, vous aurez une concentration qui est plus basse. S'il y a des ailettes de chaque côté, quand l'enfant inspire, ça se ferme. Et donc, il n'inspire que dans le sac. À l'expiration, elle s'écarte et donc le CO2 peut sortir. En principe, les nouveaux masques à haute concentration ne doivent plus avoir deux ailettes parce que si jamais il y a un problème technique, ça risque d'être un petit peu embêtant. Hein. Donc, si vous avez deux ailettes, il est recommandé d'en enlever une. Et les masques qu'on vend maintenant n'ont plus deux ailettes. Hein. Parce que si jamais ça se déconnecte et puis que l'enfant respire son CO2, c'est éventuellement embêtant. Hein. Alors peut-être petite précision concernant les lunettes, on revient un tout petit peu en arrière, parce que chez l'enfant il faut faire très attention. Vous savez que chez les adultes, on n'a pas toujours les mêmes problèmes. Vous avez chez le grand enfant, vous mettrez les lunettes dans la même position que chez l'adulte, vous les mettrez comme ceci. D'accord. Le gros problème chez le petit enfant, il peut y avoir des difficultés, voire même des... Donc il faut plutôt mettre les lunettes avec des systèmes de petits bonnets derrière. Mais là, veillez notamment, si vous les laissez longtemps, à ce que derrière, ceci ne soit pas, ça crée des escarres. Donc il faut faire très attention à ça. On a découvert pas mal d'enfants qui secondairement avaient des escarres parce qu'on laissait dans une ambiance humide, chaude, des systèmes de pression derrière le crâne de l'enfant. Donc ça, il faut aussi y veiller. D'accord ? Alors le dernier système, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, c'est ce qu'on appelle l'oxygénothérapie à haut débit, avec des appareils qui délivrent un haut débit d'oxygène humidifié et réchauffé. Et en général, avec cela, on a des concentrations en oxygène, des FiO2 qui peuvent être assez élevées si on met un débit suffisant. Et un débit suffisant pour avoir une bonne concentration en oxygène, c'est facile, c'est autour de 1 litre à 1,5 litre par kilo de poids. Et donc vous voyez, chez un nourrisson, on va mettre 6-7 litres. Chez un adulte, on va jusqu'à éventuellement 50-60 litres. Et pourquoi on augmente la concentration en oxygène? Parce que si vous voulez, un nourrisson qui par exemple est très polypnéique, est en détresse respiratoire, il va avoir une ventilation minute qui peut faire 20-30 litres. Et vous vous rendez bien compte que si vous lui mettez 3 litres d'oxygène par une canule, eh bien comme il respire à 20 litres, il y aura 3 litres d'oxygène plus 20 litres d'air, donc la FiO2 du mélange global, elle sera faible. Si vous lui mettez 15 litres par exemple d'oxygène, et qui respire 20 litres, là vous avez une concentration en oxygène, évidemment une FiO2 beaucoup plus élevée. Hein, vous avez déjà vu fonctionner ces systèmes-là? Vous avez dû le voir notamment dans une autre indication qui est celle d'adultes. Ces systèmes à haut débit sont très utilisés pour, c'est de l'optiflow par exemple, pour l'OAP. Parce que non seulement ils donnent de l'oxygène, mais ils produisent également une petite PEP, une pression de fin d'expiration. C'est le traitement qu'on utilise dans le... En pédiatrie, on peut avoir recours à ces systèmes, que ce soit de l'optiflow, que ce soit de la CPAP, la NCPAP, on les utilise souvent, plus préférentiellement, dans les histoires de, par exemple, bronchiolite. On peut avoir un intérêt à ouvrir, ou alors les périodes néonatales. Moi, j'utilise un système où c'est plutôt membradyaline, etc., mais là, on en parle. C'est pas terrible, ça. C'est pas terrible, hein, ça. Regardez bien les petits, mais là ça doit aller. Voilà. Oui, mais il est un peu grand celui-là, mais enfin. Non, mais oui, c'est pas grave. On va utiliser celui-là pour le petit. Voilà, donc peut-être que maintenant, il va être utile de vous faire les démonstrations comment on ventile en ballon. Ce matin, vous avez vu dans la séquence du BLS sans matériel, le SSSA,
B, il faut ventiler. Vous avez utilisé le bouche à bouche-nez chez l'enfant de moins d'1 an, ou le bouche à bouche chez l'enfant de plus d'1 an. Là maintenant, on va vous demander de faire la même séquence, mais on va insister sur vous avez du matériel efficace, neuf. Eh bien, vous allez faire avec des ballons pour pouvoir ventiler. On va faire un test. Montrez-moi comment vous ventilez avec un ballon et un masque cet enfant-là. Et expliquez-nous. Donc vous choisissez un masque, on va dire que celui-là est à peu près adapté, hein, comme ça a été dit, qui prend la bouche et le nez, qui n'a pas trop de volume pour pas trop faire d'espace mort. On a toujours intérêt à utiliser des masques transparents parce que si l'enfant vomit ou a des sécrétions, on voit. Mais maintenant, ils sont pratiquement tous transparents. Et puis, alors comment on positionne ses doigts? Voilà, là c'est bien. Si vous devez décrire aux autres. On fait une antépulsion de la mandibule comme... Oui, alors avec ces deux doigts, on va dessiner un C, comme ça, sur le masque pour en faire l'étanchéité. D'accord? Et avec les autres doigts, on va effectivement se servir de ça pour luxer la mandibule. Et ça fait un E. Tout petit point, c'est que les doigts ici, et c'est la difficulté, doivent être sur les parties dures, c'est-à-dire sur la mandibule. Ici, vous êtes sur les parties molles. Donc vous devez les recroqueviller. Le C est bien fait. Voilà. Et le E, je vais vous montrer peut-être. Oui, montre. Je vais simplement vous montrer, après vous allez vérifier. Une bonne ventilation consiste en position, matériel et technique. La bonne position, on est à la tête de l'enfant, on applique le masque. Si je fais le C et le E, je ne le fais pas ici, je le fais ici. Et voilà. Oui, enfin ça, souvent tu es obligé de le faire là quand même, parce que. Il faut essayer de ne pas le faire. Mais sur la mandibule osseuse. À ce moment-là, ici. Ce que je vous ai montré ce matin, comme ça. Voilà. Mais à ce moment-là, le E sur la mandibule permet de libérer et vous appliquez mieux le E. Ici. Voilà. Et la fréquence, on va réaliser une pression à une certaine fréquence et à un certain rythme. La bonne pression, c'est celle qui entraîne la surélévation bilatérale et symétrique du thorax. Vous voyez ici que, par exemple, comme je fais ici, j'ai beau augmenter la pression, rien ne va. Parce que je suis au B, mais j'ai oublié le A. Il faut donc ouvrir. Voilà. Bonne pression. La bonne fréquence est variable en fonction de l'âge de l'enfant. On avait vu que chez le tout petit, chez l'enfant de plus de 30 jours, on était plutôt aux alentours de 30. Hein. On avait vu que, par exemple, chez l'enfant de 5 ans, on était aux alentours de 20. 20 insufflations correspondant à l'inspiration. 20 retours du ballon correspondant à l'expiration. Et le bon rythme, c'est également avoir un temps suffisant d'insufflation et de retour du ballon. Un petit peu plus de ce côté-là. On va le repositionner. Et surtout pas faire des insufflations très vives, parce qu'à ce moment-là, on le voit très bien quand on fait ça, si je fais ça, vous voyez, la valve de surpression ne s'ouvre pas, mais si je fais, vous voyez, un coup sec, l'hyperpression est tellement rapide que ça ouvre la valve. Hein, et chez le malade, c'est exactement la même chose. Donc c'est clair que si vous le ventilez en faisant, voilà. Vous voyez, je ne suis pas en bonne position. Voilà, je ne suis pas étanche. Voilà. Voilà. Enfin, on n'a pas tout à fait un gros ballon. Hein. Voilà. Ok, si on est deux, comment on fait? Parce que c'est fatigant, hein, la ventilation au ballon. On se fait très mal aux doigts rapidement parce que il faut. Alors ça fait toujours mal. Moi, je l'enlève. Hein, avec ça, il faut appuyer vraiment fort. Avec ça, il faut remonter. Et donc, très vite, on a des crampes. Donc, tout seul, c'est pas évident. Si on est deux, voilà, Jean-François. Voilà, si on est deux, il y en a un. En fait, on fait exactement la même chose, mais de façon symétrique. Donc, C et E. Jean-François, il met la bonne position, il assure l'étanchéité. Et moi, je ventile. Vraiment, là, c'est pas très étanche, mais voilà. OK? Voilà. Hein? Vous remarquez que là aussi, on peut parfaitement réaliser le VES, voir, écouter, sentir,
puisque vous allez voir qu'on peut aussi se corriger. Quand, je vous l'ai montré, quand on n'ouvre pas les voies, ça ne va pas se soulever. On voit, ça ne se soulève pas. Vous voyez? Là, On peut également écouter, soulève pas, regarder, ventilation en hyperpression, c'est la valve de surpression qui s'ouvre, ça fait un bruit particulier. Je vais le faire un petit peu pour voir le bruit. Et sentir, si on fait une ventilation à fuite, on fait une ventilation à fuite un petit peu, Francis Leclerc va sentir des fuites tout autour du masque. Donc vous vous corrigez, là aussi, obligatoirement, quand vous savez évaluer votre Allez, technique. chacun y va. Ça ne se soulève pas. Donc il faut vraiment trouver la bonne position. Et chez le grand enfant, il faut un certain degré d'extension. Hein? Allez-y. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc la pression doit être progressive. Super. Allez-y, on tourne. Voilà. C'est. Alors, faites varier la position de la tête. Une fois que vous êtes bien positionné avec le C et le E, comme ça, vous allez comprendre que c'est en fonction de la position de la tête que le thorax se soulève ou pas. Voilà. Mettez encore un peu plus d'extension. Encore. Là, ça se soulève bien. Mettez un peu de flexion. Encore. Voilà, ça ne se soulève plus. Donc c'est vraiment pour montrer que la position des voies aériennes, c'est très très important. Hein? Voilà, allez-y. Donc on voit bien la différence, là c'est une ventilation à fuite, on les entend. Pas trop saccadé, allez-y. Là c'est pas, il y a de la fuite là, il y a plein de fuites là. Donc il faut bien faire le C, et puis avec ces doigts-là, voilà, et allez-y, mettez un peu d'extension, plus, voilà, ça se soulève plus facilement. Voilà, encore. Ok, allez-y. Je vais le tenir, moi. Voilà, le C, très bien. Et avec les doigts, on remonte la mandibule. Et on essaye d'appuyer sur l'os, et pas trop. C'est pas facile, surtout sur le mannequin, mais on y va. Ouais, c'est bon. On ventile. Pas trop sec. On appuie progressivement. Et allez-y. Là, il n'y a pas de... Encore, voilà, de l'extension. Ça se soulève mieux, encore un peu plus. Si on va très très loin dans l'extension, ça va se soulever moins bien aussi. Hein, d'accord? Voilà, donc il faut vraiment trouver la bonne position. Allons-y. Vous l'avez fait vous déjà, non? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Christine, vous voulez le faire? Oui, j'ai déjà. Oui. Puis après, vous allez le faire à deux. Voilà, donc le C, et avec les autres doigts, voilà. On peut, le mieux c'est allonger ce doigt-là, comme ça, voilà, comme ça. Et donc vous appuyez avec, vous pouvez vous mettre comme ça même, plus, voilà. Voilà. Là, il n'y a pas assez d'hyperextension. Voilà, là ça se soulève. Voilà. Ah ben on se fait très vite mal au doigt. Hein. Voilà, il me semble. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Allons-y. Voilà, c'est bien. Bon, maintenant vous le faites à deux. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y en a un. Moi je vais faire ça. Il faut, voilà. Moi je me mets comme ça. Voilà, hein. Je me mets comme ça, je fais 2 C, voilà, allez-y. Voilà. Là c'est beaucoup plus facile parce qu'on a moins de crampes, parce qu'on a 2 mains pour exercer à la fois la pression, l'hyperextension et la traction. Vous voyez mes doigts ils sont crispés quand même. Hein. Oui, sinon on évite. Voilà, ah oui, allons-y, allez-y, mettez-vous 2 par 2.
Là, ça m'étonnerait que ça marche comme ça, hein, parce que là, la position des mains, ça ne va pas aller. Il faut plutôt se mettre derrière. Voilà. Alors, il faut bien faire le C pour... voilà, il faut faire dessiner comme ça. On peut le faire comme ça, voilà. 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 Ça se soulève pas mal. Alors, mettez de la flexion. Voilà, pourtant c'est bien étanche, mais ça passe pas. Mettez de l'extension progressivement. Voilà, et là on voit bien le thorax se soulève. Hein. Ok, on continue. Je sais plus, il faut que je regarde ma montre. Je sais plus à quelle heure. C'est parce qu'on fait aussi les préparations des drogues, puis accès vasculaire, on ira tous en plénière pour la perceuse. Mais ça, on fait préparation des drogues. Je ne savais pas ça. Ah non. Bon, on fait comme ça, on va peut-être se faire avec un Oui. Le C n'est pas bien fait. Le C n'est pas très... Voilà, il faut... Voilà. Alors là, les doigts ne sont pas bien positionnés pour la... Voilà, il faut remonter la mandibule. Voilà, comme ça. Et ce qu'il faut, c'est bien... Non, c'est pas tout à fait... Je vais vous montrer. Laissez-moi 2 secondes la place. C'est... Donc, il y a un C, 2 C, et avec ces doigts-là, on luxe, voilà, on luxe la mandibule. D'accord, avec ces Hein, doigts-là. voilà. Pour la remonter, c'est exactement... Voilà. 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 Hein, c'est comme ça. Il ne faut pas que ce soit ça, parce que sinon on appuie sur les parties molles. C'est vraiment l'angle de la mâchoire. Ici, les 2 C. Voilà. Voilà. Et on prend un 2 doigts ou... Voilà. Ça marche comme ça? Voilà.